est parti 3 semaines, de fin novembre, de mi-novembre jusqu'à fin décembre, et c'était organisé par Voyageurs du Monde. On a fait déjà un voyage à 2. On a fait un voyage donc en couple sur une période de 8 mois, quasiment 8 mois, où on est parti en sac à dos tous les deux et on a traversé, enfin on a descendu l'Argentine, on est arrivé à Buenos Aires, resté quelques temps à Buenos Aires et ensuite on a fait un voyage où on a longé la côte, on est descendu jusqu'en Terre du Feu, jusqu'à Ushuaia et ensuite on est remonté jusqu'au Brésil par la cordillère. Pour moi, ce qui était important, c'était de partir seule d'abord, longtemps, puisque maintenant je disposais de mon temps, et afin de pouvoir aller dans des villages où les touristes ne s'arrêtaient pas spécialement, et mieux pouvoir profiter, mieux découvrir. C'était au mois de mars 2008, donc ça correspond à la fin de l'été là-bas, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. D'abord on a vu la rentrée scolaire, c'est marrant, au mois de mars, et c'était un voyage organisé par le Jardin des Cheminots, une organisation qui est reprise en France, qui fait beaucoup de voyages à caractère nature et historique. Au début, on s'était dit qu'on allait peut-être faire des parties de l'Argentine à pied, et puis on s'est rendu compte qu'on avait trop de chargements, on s'était trop encombré, c'était très très lourd, et on ne pouvait pas porter tout ce qu'on avait, quoi. Je me suis déplacée en bus, bien sûr, pour les très longues distances. De toute façon, je n'avais guère d'autre choix, sinon l'avion, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de voir le relief du pays, et le plus possible. Je me suis déplacée en bateau, mais qui n'était pas un bateau de touristes. Je me suis déplacée à cheval. J'ai fait une traversée à cheval depuis l'Argentine jusqu'au Chili. Et il n'y avait pas beaucoup, seulement 21 km, mais qui ont été extrêmement difficiles quand même. Et je me suis déplacée également en minibus, mais des minibus... En majorité, le mode de déplacement, ça va être les bus. Donc les lignes intérieures, de toute façon l'Argentine est enfin il y a des bus partout, on peut faire toute l'Argentine en bus. Majoritairement c'est les bus, qui sont des bus très confortables dans lesquels on peut dormir. Et puis le stop. Et puis également des voitures de location. Voilà, on avait aussi sur certaines zones loué des voitures qu'on prenait dans une ville et qu'on déposait dans une autre, ce qui nous permettait aussi d'aller à droite à gauche et de faire un petit peu comme on le souhaitait. C'est vraiment
des kilomètres et des kilomètres à avaler en bus. Enfin, nous, c'est vraiment été essentiellement le bus, la voiture. Le bateau, c'était ponctuellement pour voir des zones, pour voir des criques, vraiment pour voir les animaux. Et puis après, c'est avaler des kilomètres. Des fois, c'est très très monotone, très plat par certains endroits. Côté cordillère, beaucoup moins bien sûr. Mais on va dire que les distances sont sans commune mesure avec les nôtres. Cette traversée des Indes, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on fait avec du bus, et puis du bus avec des routes pas faciles, plutôt des chemins que des routes. On s'arrête vers des petits lacs, on prend le bateau pour traverser, on reprend un bus de l'autre côté. C'est tout, on passe au milieu des montagnes, des Indes, et avec des sommets très hauts, bien sûr, qui font 3 à 4000 mètres de hauteur. Glacier Perito Moreno ou Chalata, glacier Gray, ce sont des glaciers qui tombent dans les lacs. C'est une immense réserve d'eau. Ce sont des glaciers qui sont sur les Andes, entre le Chili, commun au Chili et à la Patagonie. C'est un spectacle magnifique. On est en admiration devant devant ce phénomène de calotte glaciaire avec la friction avec la montagne. Ce qui explique le déchirement justement des blocs de glacier. Quand on est en bateau, c'est quelque chose de formidable. La hauteur, on voit tous ces pans de glace et c'est d'une beauté extraordinaire. C'est de l'eau douce et de l'eau qui est pas bleue comme nos lacs, c'est plutôt émeraude un petit peu. Mais c'est vraiment, on resterait en extase de bain. Pendant des heures et des heures, tellement c'est d'une beauté extraordinaire. Ils font toutes les années un peu et ils se reconstituent toutes les années. Et des pans de glace, on en a vu, mais comme ça tombe vraiment, ces pans de glace, ils tombent vraiment avec une force extraordinaire et ça remue, ça bouillonne tout. On n'a même pas le temps de prendre la photo que les pans de glace sont tombés. Hein. Et ces glaciers, alors les pans de glace qui tombent du glacier forment des icebergs qui sont d'un bleu magnifique. Et là-bas, on a passé 3 nuits, 4 jours. C'était juste le moment où en fait il y avait une partie du glacier très importante qui s'effondrait. Il y avait toutes les télés du monde, bien sûr la presse argentine, etc. Et donc nous on est restés là-bas plusieurs nuits avec notre tente pour écouter le glacier et voir le glacier tomber. Et on l'a vu tomber, on est resté jusqu'à la fin. On est resté jusqu'à ce que le glacier s'effondre entièrement et qu'il ne reste plus que la partie rattachée, on va dire, aux montagnes. Il coupe le lac en deux, il descend donc sur plusieurs kilomètres et en fait il est poussé, c'est-à-dire qu'il avance au fur et à mesure, il croît. Et puis avec la pression, et puis avec peut-être le réchauffement climatique et voilà, tous ces phénomènes-là, la température, les différences de température avec le lac, parce
puisque le lac également arrive très près de la berge en fait, hein. Il s'était formé un arc de cercle entre la berge et puis le glacier. Et cet arc petit à petit a commencé à s'effondrer, à se miner de l'intérieur. Et puis... ¡Qué explosión! ¡Madre mía! ¡Ay, no falta nada! Il y a également le Fitzroy, peut-être un petit peu moins couru parce que les gens doivent marcher un petit peu plus, ça nécessite plus de temps. Et puis les Torres del Paine où il faut également aller marcher parce que on les voit de loin, mais si vraiment on veut aller voir de près, cela nécessite quand même une marche à pied et un petit peu de courage. Ce Fitzroy, il est toujours dans les nuages. Il paraît qu'on le voit qu'une ou deux fois dans l'année. La colline qui monte au Fitzroy, qui est entourée de falaises de granit et qui sont pratiquement impraticables, mais tout est recouvert de fleurs diverses et il y a énormément de perroquets dans les arbres. C'est pas toujours facile de les voir, mais il y a beaucoup de perroquets. C'est un endroit absolument grandiose, magnifique. Tous les plus grands alpinistes y sont allés, c'est splendide. Nous, on y allait dans une période où il commençait à faire très froid. On a campé au Chaltén, donc il y a un lieu, c'est un parc naturel, hein, il y a un lieu où on peut camper avec d'autres Argentins. On y est resté plusieurs nuits. Nous, on monte jusqu'au lac, on y passe plusieurs heures, c'est très très sympa, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, on redescend parce qu'on n'a pas le matériel suffisant, on a laissé tout le campement en bas. Pendant une période, on est resté un petit peu bloqué là-bas, au pied du Fitzroy. Et puis finalement, on a renoncé parce qu'il faisait beaucoup trop froid les nuits. On commençait à manquer de vivre tout simplement. Et puis, c'est un endroit où il y a beaucoup de rats. Alors c'est un petit peu anecdotique, mais bon, on a dû laisser notre campement, notre tente, avec une partie du matériel sur le campement. Et plusieurs jours après, quand on est revenu, il y avait une partie du matériel qui avait été mangée par les rats. La nuit, les rats attaquent, les rats sont affamés en fait. Et donc, du coup, c'est assez désagréable et en plus, il commençait à faire très très froid. C'est vraiment sauvage. Alors on voit se promener des animaux, des guanacos, toutes sortes d'animaux, beaucoup d'oiseaux aussi, et des étendues de moutons. Il y a énormément d'oiseaux, des condors, beaucoup d'oiseaux,
il y a une île aux oiseaux même. C'est des genres des pivers comme on aurait chez nous, mais qui sont énormes, qui sont 3 fois plus gros, qui sont principalement rouges et noirs, et qui sont impressionnants, qui sont magnifiques, qui font un boucan pas possible. Dès qu'il y en a un dans un arbre, on l'entend à plusieurs kilomètres. Il y a énormément de moutons qui pèsent comme ça et qui sont retenus. On fait la piste tout le temps, c'est des pistes, il n'y a pas de route, ce sont des pistes. Et ces pistes, elles sont séparées de chaque côté par des barrières, fils électriques, tout ça, pour retenir les animaux, pour pas qu'ils passent au moment où il y a une voiture. Mais c'est désertique, c'est vraiment désertique. Des animaux sauvages, des renards argentés, des guanacos, mais des lapins, beaucoup de lapins aussi, et puis des castors. Ils ont incorporé des castors. Maintenant, les castors commencent à leur faire des dégâts, donc ils arrivent à essayer de maîtriser un petit peu cette faune. Il y avait d'abord les Nyandoues, donc qui sont des genres d'autruches, hein, on va dire des petites autruches. Il y avait aussi les lamas. Donc on en a vu plein, on les voit dans les réserves naturelles, ils se déplacent, voilà, ils sont tout à fait protégés, il y en a beaucoup. Il y avait aussi les maras, qui sont les lièvres de Patagonie, donc qui sont des petits animaux qui ne ressemblent pas du tout à nos lièvres parce qu'ils sont quand même beaucoup plus gros, hein, tout est plus gros là-bas en Argentine, et qui ont une caractéristique, ils ont une partie de la queue qui est toute blanche. Et ça fait des gros lapins, on va dire. Les grands sites, en fait, sont surtout la péninsule de Valdés, où à une certaine époque, où je dirais décembre, janvier, il y a énormément d'animaux marins, les pingouins de Magellan, des baleines, mais qu'il faut plutôt voir en novembre. Il y a des lions de mer, des éléphants de mer. Il y a une faune aquatique quand même extrêmement importante. On a vu beaucoup de ce qu'ils appellent les pingüineras, donc c'est des réserves naturelles, des espaces où les pingouins viennent se reproduire. Donc beaucoup de pingouins. Voilà. Dans leur période, en plus dans la période où ils forment les couples, voilà. Et puis beaucoup de lobos del mar, qui sont pour nous en fait ce qu'on appellerait les éléphants de mer. Les pingouins de Magellan qui sont là en troupeau, qui sont très nombreux et ils vont se baigner, ils sortent de l'eau, ils viennent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a, quand on va voir ces pingouins, parce qu'on marche au milieu d'eux, mais on ne doit jamais marcher, il faut toujours les laisser passer, parce que les pingouins marchent tout droit devant eux. Alors, ils vont tout droit, et nous, s'ils passent, il faut les laisser passer, parce qu'on leur coupe la route et ils sont perdus complètement. Mais on va vraiment au milieu d'eux. Et les pingouins, ils ont une particularité, c'est que c'est les mâles qui couvent les œufs. Et il faut faire très attention quand on marche, parce que les nids sont faits en terrier.
organisé donc, en Patagonie, c'était voir les baleines. Parce que les baleines viennent dans le bas dans le milieu de la Patagonie. Elles viennent toutes les années pour... il y a un point de concentration, donc elles se reconnaissent. Elles viennent pour la saison des amours et la reproduction. On les voit bien même. C'est difficile pour les photographier parce que quand elles approchent du bateau, ça fait énormément de vagues. Et quand on croit prendre une photo, on a surtout les ailerons plus que les baleines elles-mêmes. Et elles sont là, elles bougent autour du bateau, elles naviguent autour du bateau en les bousculant beaucoup. Mais on est allé en plein dans le golfe de la reproduction. Hein. C'est très organisé, il y a vraiment des espaces, des réserves naturelles. Alors bien sûr les touristes comme nous peuvent y aller, moyennant des fois l'entrée, faut payer pour rentrer dans certains parcs, et puis avec une distance vraiment importante entre nous et les animaux. C'est-à-dire que c'est pas le safari de pauvres. Hein. La péninsule de Valdez, c'est là où les éléphants de mer viennent pour la mue. Et pendant cette période de mue, ils ne mangent pas du tout. Ils sont étendus sur le sol et c'est même bizarre parce qu'on voit leur peau qui partent en grands lambeaux, ils muent complètement. C'est magnifique à les voir parce qu'ils paraissent d'un calme qui nous fait du bien. Ushuaia, une ville qui a été faite en 1520 environ, quoi, et qui est sur le canal de Beagle. Et là, ils ont construit un bagne, c'est pour ça qu'il y a eu un petit train, il y a eu beaucoup d'exploitation, mais ils sont très isolés. D'abord, c'est un bateau qui les ravitaille, et ils ont des zones où ils créent l'informatique pour pouvoir avoir du travail, sinon ils ont... Et le tourisme. Ushuaia, c'est le tourisme et l'informatique essentiellement. Et c'était une ville qui autrefois, il y avait les bagnards qui y étaient. Il y a encore même une grande prison de bagnards, et ces bagnards étaient employés pour faire les voies ferrées. Ushuaia, c'est très touristique, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, parce que d'abord c'est magnifique, bien sûr. Les montagnes, les glaciers sont splendides, les balades qu'on peut faire, bien qu'il faille faire quand même très attention parce que c'est très peu balisé. Donc on peut se perdre très facilement. Les chemins s'effacent aussi. Il y a pas mal de chiens errants, etc. dans les montagnes. Donc il faut faire très attention, mais c'est absolument splendide. Les couleurs sont magnifiques. Ça ressemblerait, on va dire, bien que je ne connaisse pas très bien, mais pour ce que j'ai pu voir à la télé, peut-être à des zones du Canada par exemple. C'est vraiment splendide. Et puis il y a beaucoup de touristes japonais, beaucoup de gens qui viennent pêcher parce que ça foisonne de poissons. Pêcher et dans la mer et dans les ruisseaux. Nous on a rencontré par exemple un Français qui venait spécialement à Ushuaia pour pêcher à la mouche. C'est une ville qui est très
très, très vivante parce que nous, c'était une période touristique hein, où on y était. C'est une des meilleures périodes puisque l'été est inversé avec nous, donc c'était une des meilleures périodes. Ushuaïa, c'est une émission de télé, mais qui a interpellé les gens et qui a quand même montré des images sur Ushuaïa qui a fait connaître aussi la Patagonie. On arrive, on va dire, plutôt en été, plutôt dans la période chaude. Et puis plus on descend progressivement, donc on reste dans la période où il fait chaud, hein, et plus on descend progressivement vers Ushuaïa, plus ça commence à se rafraîchir. À Ushuaïa, on est encore, on va dire, fin d'été, début de l'automne. Et puis ensuite, quand on remonte au Perito Moreno, au Chaltén, bien qu'il y ait encore des belles journées, on peut dormir dehors, on est au camping, hein, petit à petit, ça commence à se rafraîchir. Il y a des vents très froids. Je savais que j'allais avoir du vent, de la pluie, du froid. Et je m'étais équipée en fonction de ces températures. Et j'ai trouvé exactement ce que je pensais, et bien au-delà d'ailleurs. Il y a énormément de bains. Même, moi je me rappelle à Ushuaïa, un soir, on se promenait dans Ushuaïa, dans la ville, mais on a été obligé de se cramponner après des barrières pour ne pas être emporté par le vent. On est en plein dans la forêt, des forêts qui sont pleines de... Les arbres sont tous pleins de mousse et de lichens, plein de lichens, et il y a énormément de fleurs. Énormément. Nous, on y était une saison où il y avait beaucoup de fleurs. C'était le printemps, ensemble là-bas. Et il y avait énormément de fleurs. Il y a des jours, on était en t-shirt quand même, on avait 20 degrés. En Patagonie, la population s'est implantée pour l'huile de baleine, dans un premier temps. Et puis, surtout, ils ont introduit des moutons. Et donc, pour la laine de mouton, où il existe des haciendas qui sont énormes. Les plantes sont très longues à pousser, les arbres aussi. Il faut énormément de terrain pour pouvoir avoir des élevages de moutons. Ce qui est étonnant justement dans cette Patagonie, c'est ces immenses étendues où très peu peuplées, où il n'y a que de l'élevage de moutons en Patagonie, hein, mais très étendues. Quoi, c'est ça. Une estancia, c'est 120 000 km². Les moutons, uniquement les moutons. Avant, ils vivaient aussi du sel. Il y avait beaucoup de sel, il y avait une exportation de sel qui était très importante. Mais enfin, c'est surtout les moutons, c'est surtout l'élevage, les moutons et tous les gauchos, parce que c'était plus les gauchos au nord de l'Argentine. Mais là aussi, ils font le tour de leur propriété avec des chevaux.
petit problème, c'est que j'ai appris l'espagnol, mais c'était un peu un espagnol de survie qui ne m'a pas permis de pouvoir avoir de réelles communications avec les gens. Tous les deux, on parlait espagnol. Donc ce qui nous a permis effectivement de nous débrouiller, d'avoir un voyage assez autonome, de nous débrouiller, de louer des voitures, de faire comme bon nous semblait, et puis de pouvoir discuter avec les Argentins dans les campings, d'aller chez l'habitant aussi, parce que sur à plusieurs moments on a dormi chez l'habitant, donc discuter avec les familles, sympathiser avec les Argentins. J'ai choisi la facilité, suite à la lecture d'un guide de route, de pouvoir de loger dans des petites auberges où je me faisais à manger également. Les relations humaines avec les gens sont très importantes. Les Français sont très bien appréciés en Patagonie. La Patagonie argentine, c'est un pays qui est très très accueillant, où on se sent vraiment presque chez nous. J'avais pas l'impression que les gens étaient aussi européanisés. Et en fait, dans la vie des gens, il n'y a pas beaucoup de différence avec nous, sauf qu'il y a quand même une échelle de moyens. Nous, ce qu'on a pu en percevoir, c'est que c'est très européanisé en fait. De toute façon, les Argentins, c'est des descendants d'Espagnols, d'Italiens, d'Allemands également, de Français pour certains. Ce qui est sûr, c'est qu'ils aiment beaucoup les Français. Il y en a pas mal qui parlent d'ailleurs français ou qui ont des petits restes de français d'école, etc. L'Alliance française qui fait énormément pour apprendre la langue française aux enfants. Et il y a beaucoup d'écoles où on apprend le français. Dans les campings, on a rencontré des jeunes, bien sûr, avec un mode de vie, on va dire étudiant, voilà, assez basique. Chez l'habitant, les gens se débrouillent. En fait, c'est vraiment le système D en Argentine. Ils ont vécu de moult crises, des périodes très très difficiles. Donc les gens se débrouillent, ils sont très sympas avec les touristes, ils savent faire fonctionner tout ça. Et ils accueillent les gens, ils ont plusieurs boulots. Pendant certaines périodes, il y en a qui font taxi et puis un autre métier par exemple. Je vais vous montrer un quartier chic de Ushuaia. Ici se trouve le quartier à 2 km du centre-ville. Ils vivent ici les médecins, les architectes, les professeurs, les commerçants, les gens qui travaillent au tourisme, pas moi. J'habite dans la petite cabane de l'autre côté. Les maisons sont en bois, avec une couverture de tôle à cause du vent. Les maisons sont en général extrêmement petites. Je pense qu'il peut y avoir 2-3 pièces maximum. C'est très rudimentaire. Mais c'est des gens qui vivent assez pauvrement, mais je pense qu'ils mangent à leur faim. On sent pas la misère dans la Patagonie, parce que c'est des gros éleveurs qui ont des élevages formidables, et ils ont les haciendas sont tellement immenses. Les patrons sont riches, ça c'est sûr. Les patrons sont riches. Et les ouvriers, ils sont pauvres plutôt. Mais ils sont logés et nourris. Mais on n'a pas vu, je dirais non plus, les gens en grande souffrance. Ces pauvres, ils gagnent essentiellement sur le commerce, sur le tourisme, justement. Mais ils sont pauvres parce qu'ils n'ont aucune
ressources à part l'élevage. Et l'élevage, c'est très très dur parce qu'ils ont des immenses étendues et ils sont très isolés. Ce que j'ai ressenti de leur part, c'était la fierté de ces gens d'appartenir à l'Argentine. La Patagonie argentine est très développée, est développée au niveau tourisme, alors qu'au niveau chilien, ils en sont au tout début. D'abord, les routes ne sont pas toutes goudronnées, il y a très peu de circulation, et la Patagonie chilienne est adossée à la cordillère des Andes, donc on voit surtout le détroit de Magellan, avec le cap Ultima Esperanza, et ses glaciers. Les Torres del Paine, c'est des montagnes qui sont magnifiques. Le logement chez l'habitant beaucoup plus facile au Chili, étant donné que les Chiliens nous attendent à la descente des bus et donc nous proposent le logement. Donc un petit peu c'est au visage de la personne. Pour moi, étant femme, j'ai privilégié une femme qui le proposait pour aller loger chez elle. Au Chili, c'est pas du tout la même mentalité. L'Argentine, c'était beaucoup plus ouvert. Mais le Chili, il y a encore des restes de tout ce qui s'est passé, de la junte militaire et tout ça. Il y a plus de restes et c'est plus difficile pour parler avec les gens. Hein. Et il y a une petite fracture entre les Chiliens et les Argentins qui ne peut pas, qui collaborent pas essentiellement. C'est vrai qu'il y a des petites îles qui sont en dessous du Choya, qui appartiennent au Chili et pour lesquelles l'Argentine revendique ses territoires. C'est sûr, c'est des territoires qui sont stratégiques, mais ça fait un peu comme les îles Falkland avec la Grande-Bretagne. C'est un conflit permanent par rapport aux frontières, étant donné qu'un volcan, par exemple, peut à nouveau faire bouger la frontière. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est en 1996 que c'était vraiment défini. Mais entre-temps, tous les points revendiqués par le Chili ont été... il y a eu des créations de villages avec l'armée, bien sûr, dans pas mal d'endroits. Magnifique plein la tête, des images je pense pour des années et des années, des rencontres. Ça permet de découvrir une région au bout du monde qui est très très loin de Paris, mais qui vaut le coup. Un rêve du détroit de Magellan quand j'étais écolière. Moi j'ai trouvé que c'était un voyage extraordinaire qu'on a. Bon,
On n'a pas assez de temps, il faudrait y aller beaucoup plus longtemps. On n'a pas assez de temps pour tout voir et il y a tellement des choses formidables à voir, des paysages formidables à voir. Devant ces glaciers, on y serait resté éternellement.